Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. Distribution jugée illégale de licences de pêche et surexploitation des ressources halieutiques. L'UNAPAS section Yoff dénonce au moment où le Forum civil assimile le secteur de la pêche à une grande nébuleuse et demande au ministère de la Pêche la publication des accords de pêche. Les Guinéens sont appelés aux urnes demain dimanche, mais ceux résidant au Sénégal ne pourront pas voter. Ces derniers rencontrés accusent le président sortant Alpha Condé et n'excluent pas des poursuites judiciaires contre la CENI. Dans les secrets du coaching matrimonial au Sénégal, c'est l'article de la semaine réalisé par le quotidien L'Observateur. El Hadj Malick Cissé nous fera le point. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. L'effondrement d'un mur au niveau de la corniche est de Dakar hier soir a causé plusieurs dégâts. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs voitures, 4 voitures exactement, se sont retrouvées endommagées. Babacar Ndiaye n'était pas loin au moment de l'incident. On l'écoute. J'avais l'habitude de m'asseoir au pied du mur. Et à chaque fois, mes amis me demandaient de ne pas m'asseoir ici parce que ce n'est pas sûr. Moi-même, j'étais convaincu que le mur allait s'affaisser un jour. Au moment de l'effondrement, il y avait une personne qui était là. Mais heureusement, il s'est vite sauvé. Mais le pire est à craindre parce que l'autre partie du mur peut s'effondrer aussi à tout moment. Parlons de la présidentielle guinéenne. Notre correspondant Soané est sur place. On va faire le point à quelques jours de cette présidentielle après une campagne fiévreuse. Soané, vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors oui, effectivement, pour aller rapidement avec le point donc à Conakry, vous savez, c'est demain la date attendue, le 18 octobre, donc jour d'élection. L'élection présidentielle en Guinée se tient donc demain. Alors aujourd'hui, on a eu une journée relativement fade, timide. La circulation était assez au ralenti, pas comme ça se passe d'habitude. Je crois que les gens ont décidé d'aller déjà en week-end, donc de rester à la maison. Alors vous savez, il y a deux événements, naturellement, l'interdiction d'entrer ou de sortir de Conakry et puis la mutinerie donc de Kindia qui a rajouté un peu plus de peur. Donc, alors oui, il y a une tension palpable, elle est là, mais néanmoins les candidats, que ce soit les principaux, Alpha Condé et celui de Diallo, eux sont déjà toujours actifs, toujours à l'œuvre. D'ailleurs aujourd'hui, celui d'Alain Diallo a reçu une commission électorale donc de la CEDEAO conduite par Monsieur Neves, ancien Premier ministre du Cap-Vert, donc dans ses bureaux. Et lors de cette rencontre entre celui d'Alain Diallo et cette mission électorale de la CEDEAO, il était notamment question de ce qui n'allait pas, donc les préoccupations de celui d'Alain Diallo. Il a entre autres abordé les questions du PV, donc vous savez qu'il est donc pour les représentants essentiellement des candidats, il n'y aura pas de copie de PV, donc il a abordé cette question, c'est essentiellement sa principale préoccupation. Et puis les leaders, les missionnaires donc de la CEDEAO ont pris note, ils ont dit qu'ils allaient essayer de se rapprocher de la CENI pour voir comment résoudre ça rapidement et puis ils sont allés donc vers d'autres candidats. Pour le président Alpha Condé, on ne l'a pas vraiment entendu aujourd'hui. Hier, il avait meeting au stade du 28 septembre, il a réuni ses militants, il a donc parlé de ses projets. C'était aussi à sa manière, une manière de boucler la campagne et il a fait, donc aujourd'hui, on ne l'a pas entendu. Demain, jour d'élection, encore une fois de plus, les Guinéens ont relativement peur de probables tensions électorales, post-électorales, pardon, qui pourraient intervenir. Donc on attend de voir comment ces élections vont se dérouler. On espère qu'elles se passeront normalement, sans heurts et sans problème. Merci beaucoup, Soané, pour le point à quelques heures de la présidentielle guinéenne. On reste avec cette élection qui va se passer demain. Les Guinéens sont appelés aux urnes, à quelques heures de l'élection, mais les résidents d'ici à Dakar ne pourront pas voter et ils déplorent le fait de ne pas pouvoir exercer leurs droits civiques. Ils pointent du doigt leur président sortant, Alpha Condé. Ils envisagent de traduire en justice la commission électorale
pour violation de leurs droits civiques. Aminata Ba a rencontré quelques Guinéens ici à Dakar. Suivons ce reportage. C'est avec beaucoup de regrets que les citoyens guinéens résidant au Sénégal se prononcent sur le scrutin prévu ce dimanche, scrutin auquel ils ne prennent pas part. C'est un sentiment de tristesse, un sentiment de révolte, parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'organe qui est chargé d'organiser les élections peut aussi refuser un droit constitutionnel à ses citoyens vivant ici au Sénégal. Vraiment dañ koy naqarlu parce que ñun 2010 depuis indépendant ba tey mën nañ wax ne. Ça nous fait mal de ne pas pouvoir voter parce que depuis 2012, nous accomplissons notre devoir civique, que ce soit la présidentielle ou les législatives. Le pouvoir, c'est qu'à chaque élection, c'est l'opposition qui gagne dans la sous-région. Et nous voulons vraiment participer à cette élection. Ce réew buy am lu toll nii tànnum njiitu réew nga waroon la caa mën a boole. Il compte porter plainte contre la cellule d'organisation des élections guinéennes. Les gens ici se sont constitués. Nous avons tenu plusieurs réunions à la base desquelles nous avons décidé de porter plainte au niveau de la Cour constitutionnelle contre la CENI qui a refusé d'organiser les élections ici au Sénégal pour les Guinéens vivant ici. Dès après les élections, nous allons essayer de le faire. Tout le contraire pour les responsables des ressortissants guinéens au Sénégal. Ce n'est pas à notre faute, ce n'est pas aux fautes de l'autorité aussi, c'est parce que ce n'est pas au Sénégal seulement qu'on ne va pas voter, c'est partout dans le monde. La concentration de la Covid-19 nous a empêchés de se rassembler, donc c'est seule preuve qu'on n'a pas pu voter au Sénégal et ailleurs aussi. Dans moins de 24 heures, les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur futur président. Un scrutin sous haute tension depuis la candidature du président sortant, Alpha Condé, pour un troisième mandat. Parlons tout à fait d'autre chose. Le foncier divise le maire de Yeumbeul Nord et les populations. En effet, la synergie des actions citoyennes pour la défense des intérêts de Yeumbeul Nord accuse le maire de détournement d'objectifs sur des terrains alloués aux sinistrés des inondations. Le maire les aurait octroyés à des non-ayants droit. Le collectif va lancer une pétition avant d'entamer des démarches judiciaires. Un compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. La synergie des actions citoyennes pour la défense des intérêts de Yeumbeul Nord s'érige en bouclier contre un supposé bradage foncier. Les membres de ce collectif pointent du doigt le maire de leur commune. Suivant le décret numéro 2018-1740, en son article 1er qui dispose une superficie de 23 hectares 99 ar 95 centiares du périmètre de reboisement de restauration des Niayes, zone de Malika, région de Dakar, est déclassée au profit de la commune de Yeumbeul Nord pour la réalisation d'un projet d'aménagement, de lotissement et d'équipement collectif. Ce dilatoire du maire vient conforter pour nous la thèse du détournement d'objectifs, car des terrains seraient illégalement morcelés et attribués à des conseillers municipaux et des tiers aux grandes dames des ayants droit par le maire Daouda Ndiaye. Qui plus est, la réalisation de certains équipements collectifs a été annulée. De nombreuses correspondances ont été envoyées selon les membres du collectif, mais aucune réponse. Un silence complice selon le porte-parole. Le Code général des collectivités locales nous confère le droit de s'enquérir de la gestion du périmètre des 23 hectares de Gadaï. On saisit le maire Daouda Ndiaye pour une mise à la disposition des documents relatifs à cette affaire. Après plusieurs mois d'attente, nous n'avons pas toujours la réponse de l'autorité locale. SACDIN, à travers une lettre collective, a saisi le sous-préfet en tant que représentant de l'État dans la commune afin qu'il soit informé de notre démarche. Au demeurant, une pétition sera lancée incessamment avant d'enclencher l'action en justice pour que le droit soit dit. Les membres de la synergie des actions citoyennes pour la défense des intérêts de Yeumbeul Nord ne comptent pas reculer dans ce combat. Une pétition sera lancée pour une première étape avant la bataille judiciaire.
Le maire de Yeumbeul Nord, Daouda Ndiaye, ne souhaite pas pour le moment se prononcer sur ces accusations. La souveraineté alimentaire à travers un plan territorial, c'est l'option du conseil départemental de Rufisque pour y arriver. Les acteurs demandent une synergie d'action avec leur implication. La pression foncière a été aussi évoquée comme une entrave au développement de l'agriculture. Reportage Babacar Seck. Le plan alimentaire territorial initié par le département de Rufisque est la réponse pour accéder à une alimentation saine, nutritive et durable. Ce plan est unique au niveau territorial. C'est le seul département au Sénégal à avoir fait cela. Ça veut dire quoi? Qu'un département se pose la question de savoir comment produisons-nous ici pour nous nourrir? Comment transformons-nous? Comment transportons-nous? Comment distribuons-nous? Comment les consommateurs accèdent à cette alimentation et comment gérons-nous les déchets issus de cette alimentation et de cette production. La souveraineté alimentaire ne se concrétisera qu'à travers des actions avec l'implication des acteurs de la chaîne de valeur agricole. La souveraineté alimentaire, c'est des actions, c'est des investissements, c'est des changements de paradigme dans notre façon de gérer nos programmes alimentaires. Nos programmes agricoles en général, qui touchent l'agriculture, la pêche, l'élevage et tout ce qu'on fait pour nourrir les populations. Les acteurs s'inquiètent de l'agression foncière qui, à terme, risque de compliquer l'accès à la souveraineté alimentaire. Donc si on ne sécurise pas ce foncier-là, on ne peut pas aspirer à une souveraineté alimentaire. Donc à mon avis, je crois que le dispositif de la gouvernance de la ressource foncière devrait être revu. C'est la société civile qui s'est mobilisée pour dire non, ça suffit, laissez-nous le reste des terres. Le problème de l'eau commence à avoir un début de solution à l'Indeng où la fourniture est redevenue normale. Cependant, l'urbanisation dans la zone inquiète les acteurs. Coronavirus à présent, 24 tests sont revenus positifs sur un total de 982 réalisés. Aucun décès enregistré. 6 cas graves sont en service de réanimation. 52 autres déclarés guéris. Et la COVID-19 toujours a fini de chambouler le calendrier universitaire. L'année universitaire 2019-2020 se poursuit dans les universités publiques et privées et va se terminer au plus tard le 31 décembre 2020. Un cycle qui va retrouver la normalité qu'en 2022 a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur. Cheikh Omar Anne recevait le comité Force COVID-19. La rentrée scolaire, il faut dire que cette année, qu'est-ce qu'on a? On a repris les cours depuis le 1er septembre. Quand on a dit, on a ouvert les établissements, les universités, les établissements, il y a 2 vitesses qui se font parce que l'objectif était de démarrer les enseignements pour l'année 2020-2021, là où c'était possible, et de terminer l'intégralité de l'année 2019-2020 avant le 31 décembre. Au 31 décembre, nous aurons des établissements qui auront beaucoup évolué dans l'année 2020-2021. D'autres auront terminé et nous aurons à peu près 1 an aussi pour remettre à niveau notre dispositif d'enseignement supérieur. Et au 31 décembre 2021, notre dispositif retrouvera sa vitesse normale, dans un cadre normal, aussi bien dans le privé que dans le public. Les autorités de l'Agence de sécurité de proximité et leurs partenaires en conclave 2 jours de réflexion sur des propositions autour de la réinsertion des agents dont le contrat expire en décembre prochain. Les collectivités locales et d'autres entreprises se sont engagées à en recruter. 7 ans de loyaux service, le sort des agents de la sécurité de proximité est entre les mains des autorités qui sont en conclave à Saly. Maintenant, l'engagement légal de ces ASP arrive à terme en décembre 2020. C'est la raison fondamentale pour laquelle, c'est l'instruction du ministre de l'Intérieur et sous la présidence du secrétaire général, nous sommes là depuis 2 jours pour réfléchir de façon instante sur l'insertion de ces ASP. Les collectivités locales se sont beaucoup engagées à recruter des agents. Beaucoup de maires ont pris des engagements pour recruter des ASP en janvier 2021 parce que le travail est très apprécié au niveau de l'état civil, au niveau de l'administration.
mais également au niveau du recouvrement fiscal, par exemple. Donc les maires ont pris des engagements, des structures publiques de l'État ont déjà recruté, comme l'ONFP, comme d'autres structures, par exemple. D'autres propositions sont envisagées, telles que celle du ministère de l'Environnement. Nous avons également l'engagement de beaucoup de structures publiques, en particulier celui du ministère de l'Environnement, dont un certain nombre de services regroupés vont probablement ou à peu près prendre 5000 volontaires. Et nous y travaillons en relation avec donc, les responsables de ce ministère, en relation avec l'ASP, et d'ici peu également, les volontaires pourront se retrouver à la direction des parcs nationaux, à la direction des eaux et forêts, bref, dans d'autres structures, en tout cas, de ce ministère. Espérons que certains d'entre eux ne vont pas grossir les rangs des sans-emploi dans ce Sénégal où le chômage a atteint des proportions inquiétantes. L'actualité, c'est également l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal qui dénonce la distribution inégale des licences de pêche et la surexploitation des ressources halieutiques par la pêche industrielle. L'UNAPAS de Yoff demande à l'État du Sénégal de revaloriser le secteur artisanal pour redynamiser l'économie nationale. On écoute Pape Massamba Fall au micro de Cheikh de Hassan Nia. Al-Hassan Nia. On a un problème parce que la rareté de la ressource persiste, dû au fait qu'il y a une surexploitation des ressources par la pêche industrielle au Sénégal. Ce qui nous a fait confirmer ceci est qu'on est en période de repos biologique au niveau de la pêche industrielle. On est à la 12e journée, je pense, et rien qu'à 12 jours, on a constaté l'apparition d'espèces qui se faisaient rares. Ça veut dire que la chose n'est pas à chercher loin, la chose est que la pêche industrielle est la cause fondamentale de la rareté de la ressource. Donc la surpêche qui existe au Sénégal, c'est ce qui nous pousse à tenir ce point de presse, alerter l'autorité, lui dire que la réglementation des licences de pêche, c'est un cri de cœur de tout pêcheur artisanal ici au Sénégal. Ce cri de cœur qu'on lance à l'autorité administrative, c'est pour qu'il pense à la pêche artisanale avant de signer des accords de pêche. C'est cette alerte que nous lançons à notre chef de l'État, M. Macky Sall, pour qu'il nous demande à notre ministre Alioune Ndoye d'arrêter de signer des licences de pêche. Ça ne sert à rien de distribuer des moteurs hors bord à tous les pêcheurs du Sénégal au moment où il n'y a pas de ressources halieutiques. Et au Forum civil de réclamer la transparence dans le secteur de la pêche toujours. Pour le coordonnateur général du Forum civil, le secteur de la pêche est une grande nébuleuse. Birahim Seck demande au ministère de la Pêche de publier les accords de pêche et la liste de tous les bateaux exerçant dans les eaux sénégalaises. Birahim Seck est au micro de Muntaga Khan. Enfin, la plupart des candidats à l'immigration clandestine, ce sont des pêcheurs. Mais pourquoi ces pêcheurs aujourd'hui quittent leur métier pour aller sur le territoire également européen? Parce que c'est une perte pour la nation sénégalaise. C'est une perte en matière de main-d'œuvre. C'est une perte également de nationalité, fondamentalement, parce que bien sûr, certains également pourront devenir autre chose que des Sénégalais. C'est une perte également pour leur famille. C'est une perte pour la nation sénégalaise. Donc, ce qui prouve tout simplement qu'il y a un échec des politiques publiques qui sont menées, en tout cas dans ce secteur-là. D'où l'intérêt, encore une fois, pour l'État du Sénégal, de revenir en arrière et d'aller dans le sens et d'écouter surtout les acteurs. D'écouter les professionnels. On n'a pas besoin de bras de fer dans un contexte de Covid où on a besoin de croissance également dans tous les secteurs. Donc, il appartient aujourd'hui aux autorités de tracer la voie de la transparence. Seule la voie de la transparence peut permettre de ce qu'on appelle une émergence, surtout dans le secteur des ressources halieutiques. Et on repart de la présidentielle guinéenne après une campagne vindicative et fiévreuse. Le premier tour de la présidentielle se tient demain, dimanche 18 octobre, dans un climat de tension extrême alimenté par la contestation contre la candidature d'Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015. S'y ajoutent les dissensions au sein de la CENI à la veille du scrutin. En effet, certains membres de la Commission nationale électorale indépendante CENI ont décidé de sortir de leurs réserves pour dénoncer les manquements dans le processus électoral. Les 4 commissaires de l'institution énumèrent sur 5 pages les manquements et violations du code électoral, à savoir des
des doublons, des électeurs avec plusieurs cartes, mais aussi des cartes qui auraient disparu dans certaines localités. Ce rapport est tout le contraire de ce qu'a déclaré Mamadi Kaba, le porte-parole de la CENI, qui affirme que tout est fin prêt pour l'élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre a débuté jeudi. Le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un troisième mandat controversé. Il fait face à une opposition qui a appelé à la désobéissance civile et au boycott. Un appel au boycott du processus électoral qui fait craindre un nouveau cycle de violence dans le pays. Vendredi, des tensions intercommunautaires ont éclaté dans le fief du candidat à la présidentielle, Pascal Affi-N'Guessan, ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, dont la maison a été incendiée. L'opposition demande notamment une réforme constitutionnelle de la commission électorale indépendante qu'elle accuse d'être inféodée au pouvoir. De son côté, Alassane Ouattara, qui a lancé sa campagne hier vendredi, a balayé d'un revers les accusations de l'opposition. Outre Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et l'ancien député Kwadjo Konan-Bertha sont en lice. L'utilisation des perles est une habitude ancestrale à base de bois, de coquilles ou de pierres précieuses. Les perles séduisent de plus en plus. Au-delà de leur aspect esthétique, ces perles ont parfois des significations. Maktarnger et Mafalfal. Un aspect de fling, comme on dit. Porter des perles autour du cou, du poignet ou encore de la taille est un phénomène à la mode. Au village artisanal de Soumbédioune, les acheteurs ont l'embarras du choix. Au Sénégal aussi, les femmes maintenant, ils s'habillent perles. Elles s'habillent perles. Parce que l'or est devenu une matière très chère. Un collier en or avoisine facilement les millions. Donc, et puis la perle est aussi quelque chose de beau, de très belle. C'est devenu, disons, la mode actuellement, les colliers africains. Avant, c'était les bijoutiers, les chaînes en or ou en argent qu'il y avait. Mais depuis un certain moment, on sent qu'il y a un engouement, surtout des Africains, surtout les hommes en plus, je dirais, qui commencent à s'intéresser des perles africains, des bijoux africains, comme on dit. Ce n'est plus une affaire féminine, mais disons que les hommes l'achètent beaucoup mieux que les femmes d'ailleurs. Au-delà de leur aspect esthétique, ces accessoires peuvent avoir des significations particulières selon les peuples. Le pemé ici au Sénégal, c'est une perle qui est beaucoup utilisée dans le Fouta. Auparavant, pendant les cérémonies de mariage, le mari offrait à son épouse un collier en pemé. Ça faisait partie de la dot. C'était un élément qui ne pouvait pas manquer. C'est d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans le Fouta ou bien dans une famille tout couleur, souvent, ceux qui connaissent, ils mettent, même si c'est une perle, à leurs enfants au cou. Ils mettent la perle au cou. C'est des choses qui portent bonheur, c'est des choses qui les lient avec cette perle-là. Fabriquées à base de bois, de pierres précieuses, entre autres, ces perles ont aussi des valeurs thérapeutiques inestimables. Une perle aussi, c'était bon. Par exemple, quand un enfant grandissait, et il commençait à avoir la dentition, alors c'était bon, on lui portait ça au cou, les dents pouvaient sortir sans faire de douleur. Alors, tu as vu, c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de significations. Souvent, on dit que celui qui met, par exemple, un collier en hématite, ça enlève les douleurs de son corps. Parmi tant d'autres aussi, chaque perle a sa vertu. Il y a des perles qui portent chance. Par exemple, si vous voyez dans nos familles, les personnes âgées, souvent, ils mettent des bagues, de grosses bagues avec une perle rouge ou noire ou verte qu'on appelle la akhecha. Dans cette perle-là, dans cette bague-là, il y a une perle qu'on appelle la akhecha. On dit souvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mettait un en rouge. Bon, c'est une perle qui donne chance. C'est une perle qui est liée peut-être
à notre religion musulmane. Mais aussi, dans la tradition africaine, l'aspect séduction n'est pas en reste. Parce qu'on dit toujours que les perles, c'est plus original. Et ça rend encore plus joli. C'est juste un aspect de feeling, comme on dit. Avec les perles autour de la taille, ça fait plus sexy. C'est un secret sénégalais, hein? Porté par souci de beauté ou de croyance, l'utilisation des perles dans nos sociétés ne cesse de prendre de l'ampleur. Comme quoi, ce bijou n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. Mokhtar Gueye, merci et place à votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Direction le quotidien L'Observateur, dont confrères du groupe Futur Média ont réalisé un reportage intitulé Dans les secrets du coaching matrimonial au Sénégal, mariage, séparation, insatisfaction. Notre consoeur Aïda Koumba Diop revient en détail sur le contexte de ce sujet et le profil des adhérents. Le point avec El Hadj Malick Cissé. Une nouveauté au Sénégal, le coaching matrimonial, et c'est dans l'air du temps. Mariage, séparation, insatisfaction. L'Obs a retracé les succès et revers des adhérents. Nous sommes tombés sur un jour une publicité sur les réseaux sociaux qui parlait d'une agence matrimoniale. Et on s'est intéressé à la question. Nous sommes allés plus loin. On a contacté la directrice de l'agence et nous sommes allés à sa rencontre. Et c'est comme ça que nous avons réalisé l'article. Parce qu'on s'est dit que le coaching matrimonial, oui, on le connaît ailleurs. Mais au Sénégal, ça a suscité notre curiosité parce que c'était la première fois qu'on entendait parler d'une agence matrimoniale au Sénégal. Et on s'est dit peut-être ça pourrait intéresser nos lecteurs. Pourquoi pas aller au fond de la question, plus loin pour en savoir davantage. C'était pas facile. Notre premier contact a été la directrice de l'agence qui, au premier contact, a été un peu réticente, mais par la suite, nous avons su la mettre en confiance et la convaincre. Il suffit de débourser 50 000 francs CFA, mais aussi, il faut être sérieux. C'est pas sans bourse déliée, c'est payant. C'est payant. L'adhésion, c'est 50 000. Pour adhérer, elle demande d'abord la photocopie de la pièce d'identité et aussi un certificat de domicile. Et aussi, il faut respecter les conditions. Les conditions, c'est être là pour du sérieux. Voilà, pour du sérieux. Et non pas pour un coup de soir. Le profil des adhérents diffère. Des célibataires endurcis, des divorcés. Un homme marié a témoigné dans les colonnes du journal. Il a fait appel à une agence matrimoniale pour trouver une deuxième femme. Oui, son ménage battait de l'aile. Parmi les profils, il y a les hommes mariés. Je prends l'exemple du couple Ndiaye, monsieur et madame Ndiaye, qui se sont rencontrés par l'entremise de l'agence. La directrice de l'agence a effectué les échanges de numéros. Alors, madame Ndiaye était à l'étranger parce qu'elle évolue là-bas. Le couple a pris contact. Ils ont commencé ils se sont connus, ils ont échangé durant longtemps avant de se rencontrer. C'est lors d'un voyage, quand elle est venue en vacances au Sénégal, que Madame Ndiaye a rencontré la première fois M. Ndiaye, avec qui elle était en contact auparavant durant plusieurs mois. Et après, par la suite, seulement 3 mois de rencontre, ils se sont mariés. M. Ndiaye a passé la bague au doigt de Mme Ndiaye. C'était une grande surprise pour Mme Ndiaye. C'était une grande surprise pour Mme Ndiaye parce qu'elle ne pensait pas que M. Ndiaye allait s'y prendre aussi tôt.
Elle était à la limite prise au dépourvu par M. Ndiaye. Mais M. Ndiaye, ça, on peut le comprendre parce qu'il était dans un ménage qui battait déjà de l'aile et il ne voulait pas se séparer de sa première épouse. Et il cherchait une autre femme pour vivre une relation conjugale apaisée. Une directrice de l'agence matrimoniale confie à ma consoeur que certains viennent avec l'idée de vivre des aventures. D'autres prennent l'agence pour un site de prostitution. Elle l'a avoué et nous en avons eu l'illustration avec quelques profils. Illustration parfaite. Parfaite, avec quelques profils, notamment une jeune dame qui, dans l'espoir de rencontrer l'homme de sa vie, s'est inscrite à adhérer à l'agence. L'agence s'est inscrite à l'agence matrimoniale. Mais malheureusement pour elle, elle est tombée sur un homme qui ne cherchait que le coup d'un soir, qu'un flirt. Et finalement, ils ont rompu parce qu'elle était là dans le but de rencontrer un homme responsable, quelqu'un qui pourrait être le père de ses enfants. Des convenus, il y en a. Comme il y en a des succès, des déceptions, il y en a. Des gens qui qui viennent avec l'espoir de rencontrer un homme responsable, un mari, un homme qui peut être leur mari, mais au final se rendent compte que ce sont des gens qui cherchent juste une amourette, des aventures, Le coaching matrimonial se porte bien sous nos cieux, selon le quotidien L'Observateur. Prudence pour éviter l'échec total. Et place au portrait du jour. Cheikh Aliou Diop est un étudiant doublé d'un artiste peintre. Il allie sa passion des arts rupestres aux études d'architecture, deux domaines artistiques qui peuvent bien aller ensemble. Portrait dressé par Abdourahmane Ly. Cheikh Aliou Diop a eu son bac l'année dernière au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. À 21 ans, il se professionnalise dans le métier d'artiste peintre qu'il exerce. Un métier qui, au départ, n'était qu'une passion. Le dessin du ciné vraiment, c'est quelque chose d'inné, quoi. En fait, quand j'étais enfant, j'avais tendance à dessiner des petits trucs. J'avais tendance à copier des trucs ou même faire des calcaires. Et au fur et à mesure, je commençais à m'améliorer jusqu'à ce que j'ai la main. Et maintenant, ça va, quoi. J'arrive à faire autant de choses que je ne pouvais l'imaginer. Comme par exemple des dessins muraux, des portraits, des tableaux, etc. quoi. Même de la peinture aussi. Avec ses dessins, des portraits, mais surtout des œuvres murales, le jeune homme est aujourd'hui sollicité de partout. J'arrive à avoir des clients et en plus, j'arrive à réaliser beaucoup de choses. En plus, j'arrive à étendre mon territoire au fait. J'arrive à étendre mon territoire. Maintenant, j'ai beaucoup de clients, vraiment, machallah. Jeune, oui, mais avec déjà une certaine expérience. Un vécu qui a été parfois décourageant, mais il a tenu le coup. Pour moi, les critiques sont les bienvenues. Parce que je peux avoir des critiques négatives comme je peux avoir des critiques positives. Et pour les critiques négatives, j'ai tendance à entendre beaucoup de choses sur moi. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de réaliser mes rêves. Comme par exemple, si je peux le dire en wolof, boy bi xamul dara wala nulari armo artiste mom nulari dessin nular mom. Autre chose aussi, art bi du fay. Si cela a surtout été possible, c'est aussi et surtout parce que le jeune artiste a le soutien de ses parents. Bon, ils me soutiennent à 100%. Eux et mes amis, tout le monde, je peux dire, ils me soutiennent à 100%. Et j'apprécie vraiment ce geste. Ibrahim Diop a conscience du talent de son fils, un don qu'il tient certainement de son homonyme, en croire son père.
Moi, je ne sais pas faire ces choses artistiques qu'il réalise. Ni ses frères, ni mes petits frères peuvent le faire. Le seul qui savait dessiner chez nous, c'est mon grand frère, par ailleurs son homonyme. Il l'a certainement pris de lui. Un don qui attire beaucoup d'entreprises vers lui. Cependant, Cheikh Diop a les yeux bien fixes sur ses objectifs et donc il ne veut pas accepter d'être la proie des requins. Certains t'exploitent et d'autres veulent améliorer tes potentiels. Et j'aime ça aussi. Du coup, j'arrive à distinguer les bons des mauvais. Un art qui paye bien son homme, mais le jeune artiste ne perd pas de vue ce qui pourrait le propulser, les études. Il compte les allier à sa passion. Je compte faire une formation d'architecture en même temps aussi faire du design. Je suis un dessinateur d'abord et dans le métier d'architecture, on dessine, on réalise des projets, tu vois, on réalise des maisons, de belles maisons au fait. On réalise de belles maisons, du coup ça me parle quoi. La valeur n'atteint point le nombre des années. Cheikh Alioune Diop en est une illustration. La semaine de la Guinée se poursuit sur ITV. Ce soir, les enjeux de la présidentielle avec Hassan Gueye. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne soirée.